Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder deux thématiques. Nous allons d'abord parler des prix de l'immobilier en France. L'INSEE a publié les chiffres du premier trimestre 2013. Ensuite, nous évoquerons les recommandations faites à la France par la Commission de Bruxelles. Premier point, sur l'immobilier, la question que l'on a tous, c'est est-ce que les prix de l'immobilier sont chers ou pas chers? Alors, chacun a sa réponse. J'ai la mienne aussi et je vous la livre. En fait, j'ai fait une comparaison de l'évolution du prix de l'immobilier et d'autres actifs. Alors, j'ai pris l'indice boursier, le CAC 40, hors dividende. J'ai pris l'évolution du revenu disponible des ménages. J'ai pris l'évolution des prix à la consommation. Et j'ai regardé l'évolution de ces indicateurs sur une période assez longue. On le voit ici sur le graphique. J'ai tout mis en base 100 en 1996. 1996, c'est la date de départ des prix immobiliers publiés par l'INSEE. Mais j'ai démarré un peu avant pour l'évolution du CAC 40, pour l'évolution du revenu disponible, pour les prix à la consommation, pour bien montrer qu'on ne partait pas d'un point haut ou d'un point bas. Et quand on regarde le graphique ici, eh bien, tout a été prolongé, sauf le revenu disponible, jusqu'au premier trimestre 2013. Le revenu disponible, lui, n'est disponible que jusqu'à la fin de l'année 2012. Ce qu'on constate, c'est que tout en haut du graphique, eh bien, il y a les prix de l'immobilier qui sont aujourd'hui beaucoup plus élevés que l'évolution du CAC 40, l'indice boursier, que des revenus disponibles des ménages et de l'indice des prix à la consommation. Alors, plusieurs remarques. À la fin de l'année 2008, il y a en France une crise immobilière importante. Les stocks de logements à vendre sont extrêmement nombreux. Et pour autant, contrairement à ce qu'on observe sur le marché boursier, sur le CAC, dès qu'il y a une crise, le prix s'effondre. Eh bien, pour l'immobilier, le prix ne s'effondre pas. Alors, la raison principale, c'est la mise en place de stratégies, d'avantages fiscaux qui ont permis d'amortir ce choc, d'amortir cette crise immobilière. La principale, ce sont les mesures celliers qui permettaient d'acheter, de louer et de récupérer un avantage fiscal dans cette location. Cette situation a permis, finalement, comme l'avantage fiscal était intéressant, ça a permis d'acheter de l'immobilier et sans être très attentif au prix. Ce qui fait que les prix ont pu rester assez élevés et absorber le choc immobilier. C'est cette problématique-là qu'il faut souligner déjà. C'est-à-dire que le marché, les prix n'ont pas joué le rôle qui est le leur habituellement, c'est-à-dire un rôle de signal d'un excès d'offres ou d'un excès de demande. Là, le changement dans la fiscalité de l'immobilier a permis d'amortir ce choc et de maintenir les prix à un niveau élevé. C'est ce qu'on constate quand on regarde le graphique. Donc une particularité liée aux avantages fiscaux sur l'immobilier. Alors ça pose un certain nombre de problèmes. Quand les avantages fiscaux sont supprimés, eh bien celui qui a acheté, non pas forcément l'investisseur, mais celui qui a acheté pour se loger, eh bien, est dans une situation complexe parce qu'il constate que les prix sont élevés et qu'il voudrait bien vendre pour acheter autre chose, mais le marché est fragile. On sait que l'environnement économique français est fragile, difficile à faire fonctionner, et que vendre un bien immobilier à un prix très cher, c'est compliqué quand l'environnement n'est pas porteur. Et donc, ça crée un manque de fluidité sur le marché. Deuxième remarque sur ce graphique, c'est d'observer que l'évolution des prix est totalement dissociée de l'évolution des revenus disponibles. Alors, dans la phase d'accélération, c'est ce qu'on a observé partout, aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni, quand les prix de l'immobilier, parce qu'il y a un attrait spécifique pour l'immobilier, les prix de l'immobilier montent, eh bien le ratio, l'évolution des prix augmente beaucoup plus vite que l'évolution des revenus des ménages. Mais normalement, quand la crise éclate, quand la situation se retourne, les prix baissent et les deux convergent, les prix convergent vers les revenus. C'est ce qu'on observe aux États-Unis, en Espagne, etc. On n'observe pas ça en France. Ce qui fait que les prix de l'immobilier sont restés très élevés, même dans un environnement conjoncturel très compliqué. Ce qui fait qu'il est difficile aujourd'hui d'utiliser l'immobilier comme source de reprise de l'activité parce que les prix sont restés très élevés. Donc on se prive, du fait des engagements et de la mise en place de mesures fiscales en 2008, on se prive aujourd'hui d'un mode d'ajustement et l'immobilier, la construction ne va pas très bien parce que justement on est dans une configuration peu fluide, peu liquide. Voilà, c'est ce que je voulais juste évoquer. Donc on voit bien que le prix de l'immobilier aujourd'hui
reste cher. Et c'est compliqué parce que quand le prix est bloqué comme il l'est actuellement, ceux qui veulent vendre ne veulent pas vendre à perte, et donc ils attendent. Ceux qui veulent acheter n'ont pas les revenus suffisamment importants pour être capables d'acheter très vite. Alors bien sûr, les taux d'intérêt sont réduits, bien sûr, la durée des engagements s'allonge, mais on est dans une configuration où le marché est un peu bloqué, et c'est ça le vrai problème aujourd'hui sur le marché immobilier. Deuxième point que je voulais évoquer, les engagements donnés à la France par la Commission européenne. En fait, pour comprendre la logique, la Commission européenne a accordé 2 ans supplémentaires à la France pour réduire son déficit public, pour arriver au-dessous de 3% de PIB de déficit public. Ce sera en 2015 au lieu de 2013 qui était l'engagement initial. Alors, est-ce que ça traduit, est-ce que ça reflète une capacité pour l'économie française de retrouver des marges de manœuvre budgétaires très rapides? Non. Il faut, le report traduit en grande partie une situation économique, une croissance, une dynamique de l'emploi qui est moins favorable que ce qui était attendu initialement. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas dans une logique de relâchement des contraintes. Ça, c'est le premier point. Par ailleurs, la Commission européenne a insisté pour que la France, le gouvernement français, mette effectivement en place des réformes importantes sur les retraites, sur le marché du travail qui a déjà commencé, et sur d'autres éléments, sur la compétitivité, sur le rôle des PME, etc. Il y a beaucoup de recommandations qui sont faites avec une obligation, c'est de traiter la question des retraites avant la fin de l'année pour qu'on définisse un cadre bien précis. Alors, comment appréhender, comment articuler ces éléments? En fait, il y a 2 choses. Il y a d'une part les objectifs en matière de finances publiques, qui sont un premier point, et puis d'autre part, des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'économie française. Ces améliorations, ces changements structurels, ces réformes structurelles ont pour objectif de redynamiser le secteur privé, les entreprises, les ménages, pour que cette partie-là de l'économie redémarre de façon autonome, indépendamment du gouvernement. Et que finalement, la dynamique qui sera ainsi créée compense une partie des effets restrictifs de la politique budgétaire. C'est cette argumentation, c'est cette façon de faire qui a été recommandée par Bruxelles. Donc on est dans cette logique. On va continuer à avoir un objectif fort et ambitieux sur les finances publiques. Mais dans le même temps, il faut mettre en place un cadre qui permettra aux entreprises, aux ménages, de retrouver un intérêt, de retrouver des incitations à créer de l'investissement, à créer de l'emploi pour que la situation dans le secteur privé rebondisse, s'améliore et compense en partie l'effet restrictif de la politique budgétaire. Voilà les quelques éléments que je voulais évoquer aujourd'hui. Je vous remercie.